Quelle est la pire opération de marchand de biens que j'ai jamais réalisée? Ça, les amis, c'est une question qui revient extrêmement souvent et c'est une anecdote que j'ai eu pour tradition de raconter lors des formations présentielles qu'on organise de temps en temps à Lyon. Et j'ai arrêté de la raconter et donc je vais vous la partager aujourd'hui dans ce podcast puisque c'est une question qu'on me pose très très souvent. C'est quelque chose qui éveille la curiosité chez les personnes avec lesquelles je discute et je me suis dit que ça pourrait être très intéressant de la partager avec vous. Pourquoi j'ai choisi de vous partager cette expérience et surtout qu'est-ce que ça va vous rapporter, qu'est-ce que vous avez à y gagner. L'idée, c'est pas simplement de vous raconter une histoire. L'idée, c'est pas juste de venir vous raconter un truc ou encore pire de me plaindre, c'est pas du tout l'idée, mais vraiment de vous partager en fait une série d'erreurs, parfois une série un petit peu de hasards qui ont mené à une des pires expériences immobilières que j'ai connues. L'idée, c'est que vous puissiez vous prémunir, en fait, apprendre de cette histoire et éviter de réaliser vous-même ces erreurs également. Mais aussi, et ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, l'idée derrière cette anecdote, c'est de raconter la vérité sur l'activité de marchand de biens. Alors quand je dis la vérité, j'ai tendance sur mes réseaux à partager vraiment les côtés positifs de l'immobilier, mais aussi bien sûr les côtés négatifs, on s'en cache pas. Pas croire que c'est un univers qui est tout beau, tout rose et qu'on se remplit les poches sans rien foutre. C'est très différent de ça. Donc l'idée, c'est de vous montrer ce qui peut se passer dans une opération qui se passe très mal et les risques que ça peut comporter. Mais aussi, vous allez voir que ça met un petit peu de proportion dans la mesure où, en fait, même dans une opération qui se passe très 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 mal, on peut finir par s'en sortir quand même avec que simplement des égratignures. Et ça, vous allez le voir. Au fur et à mesure de l'épisode, je vous raconterai bien sûr comment tout ça s'est passé. Mais il y a une raison supplémentaire pour laquelle j'ai choisi de faire cet épisode. Je vais vous la dévoiler en toute honnêteté parce que c'est un rappel à moi-même. Un rappel à moi-même parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté par vous-même, mais on a un peu tendance à reproduire les erreurs du passé. C'est-à-dire qu'on se dit, on fait une erreur, on fait une connerie et on se dit, celle-là, putain, plus jamais je la ferai. On fréquente la mauvaise personne, on se lance dans le mauvais projet, on prend un job dont on sait que de toute façon il va nous mener à l'impasse, et une fois qu'on se retrouve dans la merde et qu'on doit en fait affronter les conséquences de notre décision foireuse, on se dit plus jamais je referai ça. Et malheureusement, vous allez le voir, les décisions et tout ce qui a mené en fait à la catastrophe immobilière que je vais vous raconter dans cet épisode aurait pu peut-être être évité à certains moments si on n'avait pas pris certaines décisions, si on s'était écouté. Et malheureusement, alors des conclusions ont été tirées, bien sûr, de nombreuses conclusions ont été tirées de cette opération que je vais vous partager dans cet épisode qui va être très très riche en enseignements. Mais malheureusement, l'humain étant ce qu'il est et ayant cette fâcheuse tendance à revenir à chaque fois à ses travers, à ne pas changer, les erreurs, je les ai reproduites. Et je les ai reproduites sur d'autres opérations, que ce soit du marchand de biens, du locatif, des sujets perso, bref. Donc l'idée aussi dans ce podcast, pour être clair, c'est de me faire une note à moi-même. Attention, ne reproduis pas ces conneries une fois de plus. Si vous êtes nouveau sur le podcast, je vous souhaite la bienvenue. Ici, c'est Yoni, je suis marchand de biens, investisseur, entrepreneur, non seulement dans l'immobilier, mais aussi dans plein d'autres domaines. Je dirige la MDB Academy, qui est l'organisme de formation numéro 1 en France pour la formation des marchands de biens. Et dans ce podcast, je vais vous partager des conseils pratiques, des conseils actionnables qui vont vous permettre de progresser, pratiquer votre activité plus efficacement, d'aller augmenter vos marges. Il n'y aura pas de bullshit, pas de conneries, pas de trucs qui servent à rien. Juste des anecdotes IMO réelles qui vous feront progresser, de véritables conseils. Et l'idée, c'est que vous puissiez aller plus loin, plus vite et plus facilement. L'idée de ce podcast est qu'il soit un petit peu collaboratif. Donc, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires du podcast les sujets que vous aimeriez que j'aborde et je le ferai avec le plus grand des plaisirs. Et on est parti. Alors déjà, de quelle opération il s'agit ? C'est une opération de division de bâti et de division de terrain.
pour vous contextualiser un petit peu au niveau chronologique cette opération, c'est un bien qu'on a trouvé approximativement vers la fin de l'année 2016. Donc vous voyez, ça commence un petit peu à remonter. Et en fait, c'était une très grande maison des années 60, une maison d'architecte des années 60, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un peu les maisons plan Favier. Vous connaissez certainement ce genre de bâtiment si vous faites des opérations de rénovation, des opérations de marchand. C'est ces maisons qui étaient très populaires alors à partir de la fin des années 50, mais surtout années 60-70, où en fait il y a un sous-sol qui n'est pas enterré, un rez-de-chaussée en fait qui sert où il y a toutes les annexes, il y a le garage, ce genre de choses. Et là en fait il y a des escaliers qui montent à l'étage, et en fait au premier étage il y a toutes les pièces de vie, en général un grand balcon qui fait un petit peu le tour de la maison. Alors on a tous connu plus ou moins une tante, un truc, une grand-mère, machin, qui avait ce genre de maison, et si vous n'avez pas eu dans votre famille quelqu'un qui en a eu, eh ben, je suis persuadé que en faisant des visites immobilières, vous en avez certainement déjà visité ce genre de maison, puisque c'était extrêmement fréquent, c'était très à la mode. Le fait est que ces maisons, elles ont été construites à une époque où les personnes avaient certaines attentes, et puis en fait aujourd'hui c'est pas du tout au goût du jour. Aujourd'hui les gens ils aiment avoir un accès de plein pied à leur extérieur, et donc en fait avoir toutes les annexes au rez-de-chaussée, c'est pas forcément très intéressant. Et donc ça, en tout cas c'est pas très vendeur, et ça peut représenter donc des opportunités très intéressantes lorsqu'on veut faire du réagencement. Alors, ça pose des complexités techniques dans lesquelles je vais pas rentrer maintenant, mais bref. Donc c'était une maison comme celle-ci, qui était positionnée sur un plutôt très grand terrain. Alors, on va dire un grand terrain, pas très grand, mais il était grand, il faisait plus de 2000-2500 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et donc, c'était une maison plutôt située sur un terrain en pente, donc on accédait depuis le bas du terrain. Il y avait la route qui était en bas du terrain, là on montait, sur la gauche, il y avait le grand terrain un peu disponible, et tout en haut du terrain, il y avait la maison qui avait été construite en haut tout simplement pour bénéficier de la vue. Donc, il y avait une très jolie vue, c'était dans la périphérie de Lyon, dans une des communes un peu cotées de la périphérie de Lyon, la commune de Limonest, pour celles et ceux qui connaissent. Et donc, un bien plutôt intéressant, mais voilà, maison un peu dans son jus, qui avait été certes à peu près bien entretenue, mais quand même qui méritait un bon coup de rafraîchissement. Alors cette maison, comment on l'a trouvée ? Souvent les questions qui reviennent c'est « Ah mais où est-ce que tu trouves tes opérations ?» Là tout simplement c'était une maison qui était disponible à la vente, à la vente grand public, et elle était commercialisée entre autres par une agence immobilière avec laquelle on avait déjà plus ou moins collaboré. Donc on est allé visiter cette maison qui nous a paru assez rapidement intéressante. Et pour vous donner du contexte en ce qui concerne les vendeurs et autres, en fait là c'était un couple en train de divorcer. Donc quand on est arrivé, il s'avérait que le monsieur s'était aménagé un espèce de petit logement au niveau du rez-de-chaussée dans des pièces qui étaient avant garage et autres. Donc il vivait là au rez-de-chaussée, un peu reclus dans ses annexes, et madame vivait plutôt à l'étage. Et quand on est arrivé déjà pour visiter la maison, elle était encore occupée, ils y habitaient le couple là. Et ça puait la pisse de chat, et puis je sais pas, ils avaient dû essayer de faire du ménage. La maison n'était pas sale, c'était pas sale, mais il devait avoir des chats machin, et quand on a des animaux, ça sent fort, et notamment la pisse de chat, ça sent quand même fort, donc il faut faire le nécessaire. Ils avaient essayé de nettoyer avec du vinaigre, donc en plus ça sentait non seulement la pisse de chat qui est une odeur assez âcre, mais en plus une odeur de vinaigre qui, dès que vous ouvriez la porte, vous prenez au nez, vous prenez à la gorge. C'était d'emblée pas un truc super vendeur. Et bon, les vendeurs avaient l'air, je sais pas, ils avaient l'air corrects, quoi. On s'est pas spécialement méfié. Donc nous, on a fait notre étude de faisabilité. Par rapport à l'étude de faisabilité, si vous avez des questions par rapport à ça, je vous renvoie au premier épisode de ce podcast dans lequel j'en ai pas mal parlé. Donc on commence à regarder un petit peu les sujets d'urbanisme, voir ce qu'il est possible de faire ou pas. On discute avec l'agent immobilier pour voir ce qui commercialement peut être pertinent. Et on réalise assez vite que le terrain, il peut être divisé, donc on peut détacher une parcelle de terrain à bâtir, mais en plus, la maison, elle est très grande, et en fait, ça, c'est un des problèmes de la commercialisation, c'est qu'aujourd'hui, une maison de 300 mètres carrés, c'est quand même vachement dur à vendre, surtout quand il y a des travaux. Il n'y a pas énormément de gens qui sont preneurs de ce genre de biens. Donc l'idée et le projet, c'était de détacher une parcelle de terrain à bâtir et de diviser la maison en 2 lots, en faisant vraiment une opération de marchand pure et dure, c'est-à-dire juste séparer physiquement les lots, viabiliser les lots et revendre en l'état de plateau. Alors je recontextualise aussi, c'était une époque où le marché immobilier était extrêmement dynamique, un peu moins compliqué que le marché immobilier dans lequel je tourne cet épisode, et donc les biens à rénover, les biens en plateau, ça partait plutôt facilement. Donc on s'est dit, bon, il n'y a pas de souci par rapport à ça.
Donc là, on n'a pas trop négocié le prix, on l'a même pas négocié du tout, parce qu'en fait, l'opération, elle tournait. Alors, pour mémoire, on devait sortir une marge d'à peu près entre 20 et 25%, sachant que le chiffre d'affaires de l'opération, il devait être aux alentours de 800 000. Donc c'était quand même une opération qui était assez intéressante, surtout qu'il ne devait pas y avoir énormément de travaux. Et pas énormément de jobs non plus. Ça, c'était ce qu'on s'était imaginé. Donc on n'a pas tellement négocié le prix, on a plutôt négocié des conditions suspensives, notamment d'urbanisme et de financement et autres. Et parfois, et ça je vous l'ai déjà dit dans le premier épisode, mais je vais vous le répéter assez souvent, il vaut mieux ne pas trop parfois se cristalliser sur le prix, surtout quand l'opération elle tourne avec le prix qui est demandé, mais plutôt essayer d'aller appuyer un petit peu sur des conditions suspensives qui vont vous protéger. Donc on a signé une promesse de vente, un compromis pour acquérir cette maison, on est tombé d'accord sur les conditions suspensives et tout, et on est allé signer. Donc là, on amorce nos démarches. Donc là, on dépose déjà une déclaration préalable pour la division du terrain. Et, magnifique, l'ADP, elle est acceptée assez rapidement. Donc là, super, parce qu'en plus, on est quand même dans la métropole de Lyon, et c'est une sacrée galère. Et en plus, et ça, vous allez le voir, ça a eu des incidences par la suite. On est tombé à l'époque, alors pour ceux qui sont dans la métropole de Lyon, vous comprendrez peut-être de quoi je parle, où Lyon est passé du PLU au PLUH, c'est-à-dire que tout le PLU a changé, le règlement d'urbanisme, et on est passé à quelque chose, alors avant c'était à peu près digeste et on pouvait gérer, à un truc mais absolument imbitable et ultra complexe. Et en fait, le projet il est tombé à cheval entre la fin de l'ancien PLU et le début du nouveau, ce qui a causé vraiment de gros soucis. Mais là, en fait, au moment où on a déposé la première déclaration préalable, il n'y avait pas de souci et la DP, elle a été acceptée assez rapidement, ce qui était très intéressant. En plus, on a lancé une pré-commercialisation sur les 2 lots bâtis, donc là, tout simplement sur une base de plan, parce qu'on n'avait encore, bien sûr, ni acheté ni réalisé des travaux, et on a trouvé des acquéreurs assez rapidement pour les 2 lots. Donc là, c'était génial. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est la pré-com, je vous rappelle qu'il s'agit du fait de commercialiser, de mettre en vente des biens dont vous n'êtes pas encore le propriétaire. Et je m'étale pas là-dessus, c'est pas le sujet de l'épisode, mais si ça vous intéresse, marquez-le en commentaire et j'en parlerai un petit peu plus en détail. Donc on se dit, pour l'instant, tout marche comme sur des roulettes, c'est top, quoi. Et donc on choisit de confier le dossier de financement à un courtier. Et c'est pas n'importe quel courtier. C'est pas un courtier avec lequel on n'avait jamais bossé, puisqu'il s'agit en fait du courtier qui nous avait trouvé le financement pour notre toute première opération de marchand de biens. Et cette première opération en tant que marchand, c'est-à-dire avec une société de marchand, on l'avait lancée en 2015. Et en fait, on s'était pas du tout méfié, puisque le courtier avait été super bon en 2015, dans la mesure où il nous avait décroché un financement pour plus de 500 000 €, alors qu'à l'époque, on avait 0 track record en tant que marchand de biens. Donc on venait de créer notre société de marchand de biens. On avait un track record sur des achats-reventes réalisés à titre personnel, mais rien d'autre. Notre société de marchand venait d'être créée en 2015. Il avait trouvé un financement, et il avait trouvé un financement pour une opération qui était quand même, à l'époque, assez balèze, où techniquement et financièrement, c'était une opération quand même assez costaude. Donc on s'est dit, le gars est chaud, le gars est bon, et donc on ne s'est pas du tout méfié. Et donc on lui a confié le dossier, et et après l'opération a avancé, elle est rentrée dans cette espèce d'inertie, l'hiver des opérations, bien appeler ça l'hiver des opérations de marchand de biens, parce que c'est un truc où il ne se passe pas forcément grand chose, il y a surtout des instructions en cours, ça peut être l'urbanisme ou la purge des recours. Bien sûr, il y avait tous les devis à faire à cette époque, puisque c'était une opération, il y avait quand même pas mal de travaux, que ce soit des travaux de réaménagement dans la maison, des travaux de viabilisation, et en plus, une des difficultés techniques de ce dossier, c'est que c'était un bien qui était en assainissement non collectif. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tout à l'égout, puisque c'était dans un bien qui était plutôt excentré dans la commune. Et là, les mois passent et les semaines passent. Et puis, on n'a plus trop de nouvelles du courtier. Alors, enfin, de temps en temps, des trucs, mais des nouvelles un peu vagues, rien de très clair. Et là, nous, on ne s'est pas méfié. Pourquoi on ne s'est pas méfié ? Parce que on était de jeunes marchands de biens un peu naïfs et qu'on n'avait pas encore pris suffisamment de taloche dans la gueule pour nous faire comprendre comment ça marche l'immobilier. Et donc on a un petit peu trop attendu et puis on a un petit peu trop fait confiance à ce courtier. Et puis plus le temps est passé, plus ça a commencé à puer.
C'est-à-dire que le courtier était de plus en plus difficile à joindre, et puis il répondait pas, et mon frère le harcelait de SMS et d'appels et de trucs comme ça. De temps en temps, il envoyait des messages qui nous rassuraient un petit peu, et donc on lâchait du lest. Et notamment, j'ai souvenir de mails qui nous ont été transférés de banques. À l'époque, notamment, il y avait la Banque Populaire, qui avait étudié notre dossier, et puis qui disait dans le mail, oui, le dossier il a été étudié, on est assez favorable pour le financer, etc. Mais bon, il y avait toujours rien de concret. Et il y a un autre point, et en fait ça c'est vraiment capital, quand les gens me disent qu'ils veulent pas dépenser 3000 balles dans une formation, je leur dis putain les gars, vous imaginez pas la chance que vous avez, parce que nous à l'époque en fait on pensait que c'était impossible en fait d'aller en tant que jeune puceau de l'immobilier, d'aller comme ça consulter des banques directement, d'aller ouvrir les portes des banques et de leur demander juste un financement. On se rendait pas compte, on se disait qu'on allait se faire brûler vif si on se... Non, bien sûr j'exagère, mais qu'on allait se faire jeter à la porte si on se pointait dans les banques en fait directement. Et comme je vais vous le partager dans cet épisode, vous allez voir que la réalité est toute différente et qu'on l'a appris a posteriori à nos dépens. Et en fait, donc là, je reviens sur le déroulé de l'opération. Le temps est passé et en fait, on s'est retrouvé à un moment donné au pied du mur, c'est-à-dire que la date butoir pour la justification de l'obtention du financement est arrivée et on n'avait pas de financement. Et le problème, c'est qu'on n'avait pas non plus de lettre de refus de financement. Parce que le courtier, globalement, il avait plus ou moins disparu. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé complètement à poil. En fait, on s'est retrouvé à poil parce qu'on n'avait ni offre de prêt, ni refus de prêt. Et en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que les vendeurs, ils avaient vraiment globalement perdu confiance parce que ça faisait des mois et des mois que nous aussi on essayait un petit peu de les balader, de gagner du temps, etc. Et en fait, au bout d'un moment, ils nous croyaient plus. Ce qui est bien logique, hein, quand vous discutez avec des gens qui vous disent oui, ça va arriver, et puis en fait ça n'arrive jamais, ils finissent par ne plus vous croire. Et ça c'est bien logique. Donc non seulement les vendeurs, ils ont arrêté de nous faire confiance, mais en plus, les acquéreurs avec lesquels on avait signé des promesses de vente dans le cadre de la précommercialisation, eux aussi ont commencé un petit peu à faire dans leur froc parce que leur projet perso dépendait quand même de notre acquisition, de la réalisation des travaux, etc. Et donc on est arrivé au stade où en fait les vendeurs et les acquéreurs avaient totalement perdu confiance en nous et ils se faisaient des réunions. Ça, on a appris qu'ils se faisaient des réunions entre eux. Alors il y avait 2 couples d'acquéreurs pour les lots bâtis et le couple de vendeurs. Ils se faisaient des petites réunions tripartites comme ça dans la maison, au cours desquels ils se montaient un peu la tête les uns aux autres et ils se racontaient à quel point les frangins marchands de biens étaient des escrocs et des bons à rien. Et vraiment, je vous le dis avec la main sur le cœur, on n'a jamais escroqué ces gens, on a juste fait preuve d'un petit peu d'amateurisme, en l'occurrence de nonchalance. On n'était pas assez pro, on n'était pas assez bon en fait et on a trop laissé faire. Et donc là, comme je vous le disais, on s'est retrouvé hors délai, sans refus ni accord de prêt, donc complètement à poil, et là le courtier a disparu. Le courtier a disparu comme si vraiment la terre l'avait avalé. Un truc de malade. Le gars disparaît. Et donc nous, au bout d'un moment, à un moment donné, mon frère me dit bon viens, il faut qu'on aille trouver une solution, etc. On se pointe dans une banque pro. Alors pour ceux qui connaissent Lyon, au pied de la tour In City, dans laquelle il y a la caisse d'épargne. On se pointe en bas, et donc la caisse d'épargne, elle est au 35e étage là-bas. Et on arrive donc au rez-de-chaussée, on dit on veut voir quelqu'un, on veut être reçu à la caisse d'épargne. On dit vous avez rendez-vous? On dit non, on n'a pas rendez-vous, mais on est dans la merde, il faut qu'on voit quelqu'un parce que sinon ça va pas aller. Et figurez-vous que on nous a reçus dans l'instant. Donc parfois la chance sourit aux audacieux. Et on a vraiment eu plus de chance que d'intelligence en la matière. Donc là, on est reçu par une banquière de la caisse d'épargne qui regarde notre dossier. Elle voit qu'il y a de la précom, le truc. Elle me dit oui, monsieur, pas de problème, on vous finance. Par contre, elle me dit votre dossier, moi, je pense qu'on peut le financer. Par contre, c'est pas moi qui décide, il doit passer en commission.
Ça, c'est quelque chose de très classique dans les banques. C'est rarement le chargé d'affaires qui décide. Le chargé d'affaires, il peut décider de prendre ou de laisser un dossier, mais il a rarement la main. C'est ou son N+1 qui va décider, soit une commission. Donc là, elle nous dit, il faut que ça passe en commission. On dit, ok, c'est quand la prochaine commission? C'était dans 10 ou 14 jours, quelque chose comme ça. Sauf que nous, on était déjà hors délai avec des vendeurs qui nous foutaient une pression de malade. Donc là, moi... je réalise qu'on a l'accord de la banque, donc c'est chouette, on va enfin pouvoir acheter. Donc j'appelle la vendeuse pour la rassurer et pour essayer de négocier un petit peu, essayer de gratter du délai. C'est-à-dire que, ils veulent que ça se fasse et tout, mais il nous faut encore du temps par rapport à la banque. Sauf que là, on est déjà vraiment à la bourre, ça fait des mois que ça traîne et on est complètement hors délai au niveau de la promesse. Et donc là, elle me dit, la vendeuse me dit, ok, on est d'accord pour prolonger avec vous, mais on veut 10 000 € d'indemnisation chacun pour mon ex-mari et pour moi-même. Alors ça fait quand même un peu chier, je vous cache pas, mais j'étais pas dans une position trop favorable pour négocier. Ça, c'était un vendredi après-midi. Je me rappelle encore, j'étais dans ma voiture quand j'ai eu cette conversation avec elle, donc j'essaie de gagner du temps en lui disant, écoutez, il faut que j'en parle à mon associé, mais a priori, ça devrait peut-être pas poser de problème, on va essayer de trouver un accord, ça va bien se passer. L'idée, c'était, en ce qui me concerne, de gagner le plus de temps possible, d'arriver au moment où la banque allait nous valider en fait le financement et qu'on n'ait pas besoin de cracher les 20 000 balles d'indemnisation. Donc je lui dis OK, et figurez-vous que le lundi ou le mardi qui suit, on reçoit un recommandé chez le notaire. Alors le notaire reçoit un recommandé, et nous aussi, d'un espèce de courrier écrit à la main avec des fautes d'orthographe, des trucs. C'est les vendeurs qui disent, voilà, vous êtes hors délai, et nous, on veut plus vous vendre. Donc on veut sortir de la vente. Et là, alors vous allez voir que tous les trucs que je vous raconte aujourd'hui, je me dis, mais j'ai été tellement bête, mais j'ai été tellement un débutant, etc. C'est sûr qu'à posteriori, c'est toujours facile de savoir. Mais à l'époque, moi, je savais rien, il n'y avait pas de formation, personne pour nous accompagner, personne pour nous coacher. Et donc, on s'est retrouvé tout seul, un peu démunis et sans personne qui puisse nous conseiller de manière un petit peu pertinente. Donc, la situation, elle est la suivante. Pour vous résumer, nous, on est hors délai. Les vendeurs, ils veulent mettre fin à la vente. Et ils veulent récupérer l'indemnité d'immobilisation qui était de 59 000 €. Ça, c'est par rapport aux vendeurs. On reçoit en parallèle une assignation d'un des deux couples des acquéreurs qui nous demande 50 000 € d'indemnisation au titre du préjudice subi. Ça, c'est la situation dans laquelle on se retrouve actuellement. Alors, on a plusieurs solutions. La solution numéro 1, c'est de dire, on sort du projet, ce truc pue la merde, et on décide d'en sortir, on se coupe le bras, mais au moins on reste en vie. On dit qu'on verse une indemnisation au vendeur. Voilà, ça c'est... Et puis on sort de ce dossier. Ça, c'est la solution numéro 1. La solution numéro 2, c'est d'entrer en procédure. Sachant que là, on a déjà quand même... On était allé consulter un avocat spécialisé dans les contentieux immobiliers. Donc soit on entre en procédure, sans savoir l'issue, machin truc, soit on se retire du projet en y laissant plus ou moins des plumes. Alors la question que je voudrais vous poser, que je pose souvent aux gens avec lesquels que nous recevons en formation, c'est si c'était votre opération et c'était votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez et pour quelle raison? Qu'est-ce qui motiverait votre décision? Je vous invite à le marquer en commentaire si le cœur vous en dit. Mais en tout cas, réfléchissez-y. N'hésitez pas à mettre pause et à vous dire, putain, si c'était ma situation, qu'est-ce que je ferais? Et en fait, je vais vous donner après des éléments de réponse qui nous ont permis après de prendre une décision un petit peu plus éclairée. Et je me revois encore dans le bureau de l'avocat, rue de la République à Lyon, et l'avocat qui nous dit « Ok, bon, messieurs, globalement, vous avez merdé, mais c'est du 50-50, parce que, certes, vous n'avez pas rempli vos obligations, mais en matière d'immobilier et enfin en matière juridique, il y a quand même un formalisme à respecter, même si on veut sortir d'une vente, et là, en l'occurrence, vos vendeurs ne l'ont pas respecté. Donc on peut en fait aller invoquer des problématiques de procédure, des problématiques de formalisme qui font que les vendeurs n'auront pas gain de cause. Donc on peut potentiellement emporter le dossier. La question qui se pose, c'est est-ce que vous avez vraiment envie de la faire, cette opération? Et ça, c'est une question qui est loin d'être simplement rationnelle, parce que là, je me rappelle qu'on n'était pas forcément alignés sur la réponse. Dans la mesure où, d'un point de vue rationnel, oui, il y avait la marge, oui, on avait bossé sur le dossier et ça faisait vraiment, vraiment chier de le laisser partir. Mais d'un autre côté, et ça, souvent sur les opérations immobilières, quand ça part mal, ça se finit rarement bien. Et en fait, il arrive un moment où des opérations immobilières vont vous dégoûter et en fait, vous n'avez plus envie.
Et mon avis personnel, mais moi je suis plus, on va dire, je fonctionne plutôt à l'instinct, l'émotion, le feeling, ce genre de choses. Moi, j'avais plus envie. J'avais plus envie de la faire, cette opération. Mais on était 2 associés. Donc, on a eu une conversation. Et puis, bah, moi, j'ai fait la concession. Je dis, bon, bah, ok, mon frère, à l'époque avec lequel j'étais associé, il tenait à ce qu'on la fasse, bah, parce qu'il avait investi énormément de travail, de temps, d'argent dans cette opération. Il y avait une marge à les récupérer. On s'était dit, putain, on a déjà trop investi pour laisser filer le truc comme ça. Et ça se tenait, en fait, comme argumentaire. Donc, on se dit, ok, allez, on y va. Donc, on décide d'entrer en procédure. Et quand je vous dis procédure, c'est que, en fait, on a assigné les avocats à vente forcée. Donc, en fait, ce qu'on a dit, messieurs, on a une promesse de vente qui a été signée. Le formalisme pour en sortir n'a pas été respecté, même si la date butoir a été dépassée. Donc, en fait, elle est toujours valable. Et nous, on vous ordonne de venir nous vendre. Donc, on assigne les vendeurs à vente forcée. On a assigné le courtier également. Et puis, la demande des acquéreurs, là, vous savez, je vous ai dit, il y a un couple d'acquéreurs qui nous a demandé 50 000 € d'indemnisation. Elle a été déboutée immédiatement. En fait, on a écrit à leur avocat, qui devait être une truffe sortie des égouts ou de je ne sais où, et qui n'avait probablement jamais fait d'immobilier de sa vie, qui n'avait certainement pas lu la promesse qu'on avait signée avec eux, puisque dans la promesse signée avec eux, il y avait bien entendu une condition suspensive, disant que si nous, on ne devenait pas propriétaire, eh bien, on était dégagé de tout engagement à leur égard. Et comme ça, l'acquisition ne s'était pas faite, on ne leur devait absolument rien. Donc, il est retourné dans le trou à rats duquel il n'aurait certainement jamais dû sortir. Maintenant, il y a une information qui est intéressante. Et information que vous n'avez peut-être pas quand je vous ai posé la question il y a 2 minutes, de savoir qu'est-ce que vous feriez si c'était votre opération. L'information qui est intéressante, c'est que dans le cadre d'une vente forcée, ce que vous devez savoir, une procédure à vente forcée, si vous assignez des vendeurs, les propriétaires, donc les vendeurs, ne peuvent plus vendre tant que la procédure est en cours. Et là, en l'occurrence, je vous rappelle que c'était des vendeurs qui étaient en procédure de divorce, qui pouvaient plus se blairer et qui voulaient absolument partir de la maison. Et la justice française étant ce qu'elle est, vous entrez dans une procédure, vous en avez pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, allez savoir. Et donc là, en fait, on a complètement retourné la vapeur, puisque d'une situation dans laquelle on n'avait aucun levier de négociation, on était complètement à poil, là maintenant, en les assignant à vente forcée, on les tenait. Et donc, là, la négociation a changé un peu changé. Il faut savoir que pendant la procédure d'assignation à vente forcée, plusieurs choses se sont déroulées, notamment le courtier, ce gros FDP, s'est mis en liquidation judiciaire. Et quand on a creusé, parce qu'on a quand même essayé de creuser, et on a appelé les fameuses banques dont il nous a envoyé des mails en disant que oui, ils avaient instruit le dossier, qu'ils allaient nous financer, on s'est rendu compte que c'était des faux. Et en fait, ces banquiers-là n'avaient jamais entendu parler de notre dossier. Donc le gars était vraiment une sacrée raclure de bidet. Et alors, pour vous dire à quel point les vendeurs aussi n'étaient pas forcément les plus réglo, pendant la procédure, à un moment donné, je regarde toujours les annonces immobilières, et là je vois que le terrain est à vendre. Le terrain de leur propriété, sur lequel nous, on a obtenu une déclaration préalable, je vois qu'il est à vendre. Alors, par hasard, je connaissais un petit peu l'agent immobilier qui le vendait, j'avais déjà échangé avec lui, donc je l'ai appelé. Et je lui dis, dis donc, je vois que tu commercialises là le terrain des consorts machin truc. T'es au courant de l'histoire? T'es au courant du dossier? Il me dit, bah non, qu'est-ce qu'il y a? Et donc là, je lui raconte. Je lui dis que non seulement nous sommes titulaires de la déclaration préalable, eux, ils pourront pas forcément le vendre comme ça, mais en plus, ils sont en procédure d'assignation à vente forcée, ça veut dire qu'ils pourront jamais le vendre tant que la procédure n'est pas achevée. Et tout ça, il ne l'avait pas dit à l'agent immobilier. Donc lui, il s'est rendu compte qu'il était en train de bosser pour rien, qu'il s'est barré aussi sec, qu'il a retiré son annonce. Donc là, les propriétaires sont revenus à la table des négociations. On a fini par trouver un accord dans le cadre duquel ils récupéraient une indemnité. Et je vais vous le dire, aujourd'hui, franchement, si je devais me lancer dans un dossier pareil, jamais de la vie, je leur aurais lâché une indemnité à cela. Mais à l'époque, encore une fois, on était un petit peu naïfs et on n'avait pas conscience des rapports de force qui se jouaient. Mais voilà, on a trouvé un accord et donc ça nécessitait de signer un avenant. Parce que la promesse était caduque, hein, et on était hors délai. Entre-temps, ils s'étaient embrouillés avec leur notaire, donc ils avaient viré leur notaire, ils en avaient pris un autre. Donc on a rendez-vous dans le 6e arrondissement de Lyon pour aller signer l'avenant. On attend, donc le notaire des vendeurs est là. Le notaire
enfin notre notaire est là également, et ils ne viennent pas. Ils sont pas venus au rendez-vous, et je me rappelle, je vois encore le notaire des vendeurs qui dit à ça, qui dit à la Claire, dit, mais est-ce que vous pouvez les appeler, voir s'ils vont venir, etc. Machin. Bref, ils sont même pas venus. Au final, ils ont accepté de signer l'avenant à la promesse, et on leur a lâché cette indemnité de 10 000 balles chacun, vraiment qu'on n'aurait jamais dû leur lâcher. Alors, pendant ce temps, côté financement, l'avocat, il nous dit, attention messieurs, on lance la procédure, ok, vous avez des chances de gagner, d'accord, mais vous avez intérêt à avoir les fonds. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas qu'on emporte le dossier et qu'à la fin, vous disiez que vous n'avez pas l'argent. Et là, donc, on a consulté tout simplement, on est allé voir la banquière qui nous avait financé notre premier dossier, celui de 2015 dont je vous ai parlé. Et en fait, on est allé la voir, on lui a présenté le dossier. Et là, elle regarde, elle dit, mais messieurs, pourquoi vous n'êtes pas venus me voir plus tôt? Et en fait, c'est là que je vous dis, qu'il y a toute cette différence entre aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez cet épisode, 2025, 2026, 2027, entre une époque dans laquelle l'information elle est disponible. Vous pouvez y avoir accès, soit via des formations, soit via du contenu comme celui-ci. Mais à l'époque, il n'y avait rien, on ne savait pas. Et donc, on s'est dit, en fait, on a déjà un dossier dans cette banque, elle acceptera jamais de nous financer, et on ne peut pas aller la consulter par nous-mêmes directement. En fait, on ne savait pas comment cet univers fonctionnait, et donc on a réalisé que si on était allé la voir plus tôt, elle nous aurait tout simplement dit, ok, je vous finance, et on n'aurait jamais eu toutes ces histoires. Et pour information, à partir du moment où elle nous a validé le dossier, elle a mis, je crois, 5 jours pour nous débloquer les fonds. Ça, sachez que ça va très très vite. Les banques pro, à partir du moment où elles vous ont dit oui, elles vous lâchent elles savent débloquer les fonds très 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 rapidement. Alors on peut se dire, ok, le pire est derrière nous. Mais non, attendez, ça n'est pas fini. Parce que les problèmes, ils ont continué après l'acquisition. Déjà, donc on a acheté, on a lancé les travaux, etc. Et puis bien sûr, on avait perdu les acquéreurs sur lesquels on avait réussi à faire une précom. Et donc il y a un des deux lots quand même qu'on arrive à commercialiser cette fois-ci assez rapidement. C'est plus de la précom parce qu'on était déjà propriétaire. Donc on arrive à commercialiser un des deux lots assez facilement. Par contre, le deuxième lot, beaucoup plus dur. C'est-à-dire que il y avait des problèmes un peu d'humidité dans ce lot-là, et donc ça sentait un peu l'humidité quand on allait visiter, c'était pas très vendeur, pas super lumineux, il aurait fallu faire des travaux a posteriori, mais là on voulait pas le faire, nous on était pressés, on était en galère de trésor et tout, c'était vraiment nos débuts, donc on était un peu à la dèche. Et donc, il y a en fait une des acheteuses qui s'est pointée à l'agence un beau matin, et qui en fait était déjà là sur le premier round de pré-commercialisation. Maintenant, cette acheteuse, on avait réalisé déjà à l'époque qu'elle était à moitié barjo. C'était vraiment une hystérique de première. Elle était super problématique. Et quand elle s'est pointée vraiment sur le deuxième round de commercialisation, on s'est dit, putain, non, surtout pas elle. Sauf qu'en fait, l'agent immobilier, il avait déjà réalisé énormément de visites. Virgile, je te salue au passage, et j'espère que tu vas bien. Et en fait, il y avait pas de piste, on n'avait pas reçu d'offre, le marché avait parlé. Et elle était disposée, elle voulait vraiment le truc. Alors, elle était barjo, mais elle avait l'argent. Donc ça, c'était intéressant parce qu'on s'est dit, nous, on avait besoin de récupérer nos thunes assez rapidement. Donc on s'est dit, on va se la farcir pendant quelques temps, mais au moins, on va récupérer notre argent. Et ça, on s'est rendu compte a posteriori que ça a été une grave erreur. Elle nous a rendu dingue. En parallèle, il y avait un maçon avec lequel on avait déjà bossé, qui était bien, qui a eu un accident. Le mec s'est mis un coup de disqueuse dans la jambe. Et donc, il était bien sûr en incapacité de venir réaliser les travaux. Et il nous a envoyé un sous-traitant. Et le sous-traitant, il nous a massacré le chantier. Donc, on était avec des acquéreurs. Donc, je vous dis, une des acheteuses qui était vraiment barjo, super chiante, pointilleuse comme tout, hystérique, qui appelait mon frère à 7h du mat, enfin un truc de fou. Et en plus, les travaux, ils ont été saccagés. Donc, je ne vous raconte pas l'ambiance. Donc là, on se retrouvait en litige. Maintenant, on se retrouvait en litige avec les acquéreurs à propos de la qualité des travaux et des délais qui n'avaient pas été respectés. Puisque dans les promesses de vente qu'on a signées avec eux, on s'était engagé sur un certain cahier des charges des travaux et à des délais. Et on n'a ni respecté ni l'un ni l'autre. Donc là, on se retrouvait encore dans une forme de début de procédure, mais cette fois-ci avec des acquéreurs. Ça a été vraiment galère. Et en parallèle, il y a eu des gros soucis et des délais administratifs, mais ingérables avec le SPANC. Si vous ne connaissez pas le SPANC, c'est ceux qui gèrent l'assainissement non collectif. Quand vous devez faire une fosse septique ou une microstation, un truc comme ça, c'est eux qui gèrent. Et leurs délais sont terribles.
Selon les régions, c'est plus ou moins pire. Donc, tout ça, c'est additionné au reste. Et en plus, cerise sur le gâteau, malgré des dizaines de visites, c'est moi qui les faisais, les visites. Alors, je peux vous dire que je me rappelle bien, il y a eu beaucoup de visites sur le terrain, pas d'offres. Personne ne voulait de ce fichu terrain à bâtir. En fait, il était implanté en bordure d'une route qui était assez bruyante, et en fait, les gens, ils tordaient un peu du nez. Et on l'avait mis à un prix qui était super attractif. C'est-à-dire qu'à l'époque, sur cette commune, des terrains de cette taille-là, ils faisaient 900 mètres carrés. C'était vraiment un grand terrain. Et non, les petits malins, il n'y avait pas moyen de le subdiviser. On y avait pensé, vous inquiétez pas. Un terrain de 900 mètres carrés à ce prix-là, à cette époque, ça n'existait pas dans cette commune. Voilà, ça tenait compte du bruit. Donc ça générait énormément de contacts. Sauf que les gens, en fait, qui venaient, ils voulaient pas du bruit, mais sauf qu'ils n'avaient pas les moyens de s'acheter un terrain au calme dans cette commune. Parce que je ne manquais pas de leur faire remarquer quand ils me cassaient trop la tête. Donc on se retrouvait encore dans cette situation problématique, et les solutions qu'on a trouvées, c'était, premièrement, on a déjà dû indemniser les acquéreurs par rapport à la qualité qui laissait à désirer et au délai que nous n'avions pas respecté. Donc ça, boum, on est repassé encore une fois à la caisse. Et puis on s'est dit, en fait, ce que je me suis dit à l'époque, c'est que, comme les gens en fait venaient sur le terrain et qu'ils se focalisaient sur l'environnement puisqu'il n'y avait que ça, je me suis dit, on va construire une maison. On va construire une maison, comme ça, quand les gens vont venir, on les fera rentrer dans la maison, ils seront contents parce que la maison sera toute neuve, etc. Et on fermera vite les fenêtres, comme ça ils ne se rendront pas compte qu'il y a du bruit. Et ça ira mieux. Donc, ok, on part sur cette stratégie-là, donc on dépose une demande de permis de construire pour le terrain. On obtient le PC. Alors quand je dis on obtient le PC, ça n'a pas été si simple, justement, parce que là, on s'est retrouvé dans le timing. On était à cheval entre l'ancien PLU et le nouveau PLU. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont imposé les restrictions des deux PLU. C'est-à-dire qu'ils les ont superposés. Ils ont pris les règles les plus restrictives des deux PLU et ils nous les ont imposées sur ce terrain. Donc ça a été galère d'obtenir le PC. Et le PC, on a fini par l'obtenir. Et il a fini par être validé. Et on a fini par vendre. Donc non seulement on a vendu les lots de la maison qu'on avait subdivisés, mais on a aussi fini par vendre le terrain. Et pour information, le terrain nu sans permis de construire, il était à 219 000 €. On n'arrivait pas à le vendre à l'époque. Et avec le PC validé, on l'a vendu à 235 000. Donc c'était quand même intéressant de déposer ce permis de construire. Ça nous a permis non seulement de vendre, mais en plus de vendre plus cher. Mais attendez, c'est pas fini. Parce que les problèmes ont continué après la vente. Pendant longtemps. Déjà, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, donc l'acheteuse folle, elle constate un problème sur une gouttière. Elle dit, il y a une fuite, etc. Ok. Donc on lui dit, écoutez, on va vous indemniser. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire venir un professionnel qui va chiffrer la réparation, et puis on va vous indemniser pour ça, quoi. Et donc là, elle fait venir un couvreur, on reçoit un devis pour la rénovation de toute la toiture et de toute la zinguerie. Il y en avait pour plus de 30 000 €. Donc bien entendu, on lui dit qu'il n'y a pas moyen, on lui envoie notre couvreur avec lequel on bossait, qui fait un devis à 1300 balles, qui était beaucoup plus cohérent pour réparer la toiture. Donc là, elle nous dit, non, c'est du bricolage, ça va encore pas tenir, et nanani, et nanana, donc je veux pas. Sauf qu'en fait, quand on a subdivisé la maison, on a fait une mise en copropriété. Et quand on fait une copropriété, on doit faire un DTG, diagnostic technique général. Et en fait, ce diagnostic, il vient informer les futurs copropriétaires de l'état, notamment des parties communes et du gros œuvre du bâtiment dans lequel ils deviennent copropriétaires. Et le problème qui avait été relevé par cette personne avait été bien sûr signalé dans le DTG, et donc on a été protégé, et donc on n'a pas du tout eu à lui refaire tout son truc. Il y a aussi eu un problème de canalisation à l'intérieur d'un des lots. Il y a un des lots qui a dû être complètement explosé par un des acquéreurs pour qu'on puisse... il a été éventré parce qu'il y avait un problème de canalisation. On a dû faire intervenir les assurances, machin, bref, ça a été archi galère. Et cette opération, je vous rassure, elle est terminée aujourd'hui. Mais pour information, en fait, ce qui a clôturé de manière définitive le dossier, c'est que les acquéreurs, ceux à qui on a vendu les lots bâtis, les lots de la maison, à un moment donné, ils ont voulu eux-mêmes vendre, en fait. Ils ont voulu déménager et partir de là-bas. Et donc, il y avait certains documents dont ils avaient besoin. Et là, on a négocié, en fait, on a rédigé des protocoles d'accord avec eux dans lesquels ils s'engageaient à ne plus jamais même nous adresser la parole. Ils disparaissaient de notre vie et on ne voulait plus jamais les revoir. Sachez que ça s'est passé, ces accords, ils ont été signés plus de, je crois,
4 ou 5 ans après qu'on ait trouvé le bien. Donc faites bien attention et au final, cette opération, elle n'a pas du tout été intéressante puisque le prix total de revenus, juste pour vous partager un peu des chiffres sur cette OP, entre l'acquisition, les travaux, machin truc, ça nous est revenu à 755 000 euros et cette opération, au final, elle n'a généré que 92 000 euros de marge. Donc c'est bien sûr très décevant. Je précise quand même qu'il y a eu 24 000 euros de frais de procédure et 20 000 euros d'indemnisation pour les vendeurs. Donc c'est sûr que la marge, elle a été largement amoindrie à cause de toutes ces problématiques-là. Maintenant, comme vous le voyez, il y a énormément de leçons à retenir de cette histoire. Ce n'est pas une histoire que je vous raconte juste pour l'anecdote. Je vous avais promis qu'il y avait beaucoup de leçons à retenir. Et voilà, les leçons, vous en avez déjà certainement tiré jusqu'à maintenant, mais elles arrivent encore plus maintenant. Déjà, la toute première chose, c'est sélectionner vos vendeurs et vos acquéreurs. J'en ai parlé dans le tout premier épisode de ce podcast, dans lequel je vous expliquais ce qui fait la différence entre une opération réussie et une opération ratée. Vous devez impérativement faire gaffe aux personnes avec lesquelles vous allez entrer en relation. Si vous allez vous coucher avec des chiens, vous vous réveillerez avec des puces. Et vos vendeurs, si ce sont des casse-couilles et des procéduriers, idem pour les acquéreurs, ils vont vous faire la misère. Une opération immobilière ne se passe jamais comme prévu. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des surprises. Et je vous l'annonce, les surprises, elles sont rarement positives. Et si vous avez des gens qui sont compréhensifs, qui sont sympas, qui vont dans le bon sens, ça se passera toujours bien. Mais si c'est des emmerdeurs, ils vous pourriront la vie et ils ont la capacité de vous pourrir la vie pendant de très nombreuses années, y compris une fois que l'opération elle est clôturée. Donc faites très attention à ça. Et ça, je vous le dis, c'est quelque chose que j'ai largement appliqué. Il y a des opérations sur lesquelles on a voulu se positionner et on a senti que les vendeurs étaient des enflures et on est parti en courant. En fait, voilà, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, dans le marchand de biens, c'est que vous avez certainement envie de gagner en qualité de vie. Et je vous le dis, si vous vous lancez dans des opérations sous prétexte de rentabilité dans lesquelles les vendeurs sont des personnes véreuses, ça va vraiment vous porter un préjudice très élevé. Donc faites gaffe à ça. Ensuite, la deuxième leçon, c'est qu'il faut éviter, elle est plus légère, mais elle est quand même importante, il faut éviter les zones qui sont très bruyantes, enfin les zones à forte nuisance. C'est-à-dire les zones quand c'est proche de routes, quand c'est proche de voies ferrées, quand c'est proche d'aéroports. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire du tout. Ça reste faisable et ça reste envisageable. Par contre, il faut bien que vous preniez en considération que ça va être beaucoup plus dur à vendre et qu'il va y avoir une décote importante qui va devoir s'appliquer sur les prix de vente. Vous n'allez certainement pas vendre au prix du marché. Faites bien attention à ça. Ensuite, il faut que vous vous méfiez des biens qui sont en assainissement individuel. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça pose des complexités techniques et ça va poser aussi des problématiques de chronologie de l'opération. C'est que souvent, ça va être des opérations beaucoup plus longues et plus complexes. Ce n'est pas forcément un facteur d'empêchement, mais il faut que vous l'ayez bien en tête et il faut le budgéter non seulement en termes de temps que vous allez passer sur l'opération, mais aussi peut-être en termes de rentabilité et aller négocier de manière un peu plus costaude le prix du bien que vous êtes en train de visiter. Ensuite, il est important de ne pas faire trop confiance à vos sous-traitants. Ça, j'en parlerai jamais assez, c'est une fameuse note à moi-même. C'est une note à moi-même, je vous ai dit dans l'intro de ce podcast que l'idée de raconter cette histoire, c'était aussi de me faire des piqûres de rappel. Et moi, j'ai tendance à trop faire confiance aux gens. C'est-à-dire, à partir du moment où je te fais confiance, je te laisse les clés et puis vas-y, débrouille-toi. Sauf qu'en fait, avec la plupart des gens, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et les gens ont besoin d'être surveillés. Même les gens qui sont très bons, au final, finissent par faire des erreurs parce qu'on est tous humains. Et si vous faites trop confiance et que vous ne surveillez pas le travail de vos sous-traitants, vous allez au-devant de gros problèmes. Et au final, c'est vous sur qui ça va retomber. C'est-à-dire que même si votre sous-traitant fait une boulette, comme par exemple là, le maçon qui avait fait n'importe quoi et qui avait mal construit le mur de séparation entre les deux lots, les gens, ils ne sont pas allés faire chier le maçon. Ils sont venus nous faire chier nous. Donc c'est sur vous que ça retombera. C'est vous le professionnel, c'est vous qui êtes responsable, c'est vous qui êtes le vendeur, et donc c'est vous qu'on viendra chercher. Et donc n'hésitez pas à bien contrôler tout de même le travail de vos sous-traitants. Le point suivant, c'est que on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et là, je parle notamment du sujet de la banque et du courtier. Alors, peut-être que je me tire une balle dans le pied, parce que si vous ne le savez pas, moi j'ai créé un service d'intermédiation en opération bancaire. On vous aide à trouver des solutions de financement bancaire. Donc je ne devrais peut-être pas vous dire ça, mais
En fait, peut-être si, faites-le, cherchez un financement bancaire par vous-même. Parce que vous verrez un petit peu ce que ça implique. Là, en l'occurrence, nous, à l'époque, on ne savait pas. On ne savait pas qu'on pouvait aller démarcher les banques nous-mêmes, qu'on avait des possibilités de faire financer comme ça. Et donc, on s'en est vraiment remis au courtier. Et en fait, on a découvert a posteriori que tout simplement en allant démarcher par nous-mêmes, c'est aller beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Donc là, sur l'histoire du courtier, il y a vraiment la double problématique. Non seulement on lui a trop fait confiance, mais en plus on aurait dû un peu plus faire le boulot nous-mêmes. Et un autre conseil que je voudrais vous partager, et ça, celui-là, il est très difficile à appliquer. Et il est très difficile à appliquer, surtout parce que il y a un truc qui s'appelle la théorie de l'engagement. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie de l'engagement, mais je vais vous donner un exemple. En fait, l'idée de la théorie de l'engagement, c'est plus on est engagé dans une situation, et plus il est difficile d'en sortir. Et l'exemple typique, c'est quand vous attendez, alors par exemple, vous attendez pour le bus, alors c'est un exemple, ça fait peut-être longtemps que vous n'avez peut-être pas attendu un bus, ou que vous attendez au resto et que ça traîne. Et bien, ça traîne sérieusement. Et en fait, ça fait 20-25 minutes que vous êtes là, vous dites putain, c'est long. Alors, où le bus va arriver, où la bouffe va arriver, le serveur va arriver, et en fait, ça n'arrive pas. Et en fait, plus le temps passe, plus c'est difficile de partir. Parce que là, vous dites, non, mais maintenant, ça fait 30 minutes, il va forcément arriver d'une minute à l'autre. Et en fait, le temps passe, et plus le temps passe, plus vous racontez que ça va aller mieux, mais en fait, plus vous engrangez du déficit. En fait, plus vous subissez des peines et des pertes de cette problématique-là. Et dans les opérations immobilières, on le constate, ça arrive très souvent. C'est-à-dire qu'on commence à se rendre compte que ça pue. Et on se dit, ah ouais, ça pue, mais quand même, peut-être qu'on va pouvoir nettoyer. Donc on avance. Et puis là, on se retrouve dans la merde jusqu'aux chevilles. On se dit, ouais, non, mais voilà, un peu plus loin, ça a l'air d'être un peu plus du dur, etc. Et on continue d'avancer. Et après, on se retrouve dans la merde jusqu'au cou. Et en fait, le problème de ces opérations-là, c'est que souvent, on investit du temps, on investit de l'énergie. Souvent, on investit beaucoup d'argent. Et surtout, on se dit, bah, le résultat de mon entreprise pour cette année ou pour l'année prochaine, pour l'exercice comptable prochain, dépend en grande partie de cette opération parce que j'ai mis des billes dessus. Et là, c'est très, très, très difficile d'en sortir et de se dire, non, j'y renonce. Ce truc-là est foireux du début à la fin. Il faut absolument que je me casse pour m'en préserver. Mais ça, c'est quand on est la tête dans le guidon et quand on est très, très impliqué émotionnellement, il est extrêmement difficile d'en sortir. C'est pour ça que c'est intéressant parfois d'être un peu coaché ou d'être accompagné, c'est parce que ça nous permet d'avoir un regard extérieur, d'avoir une perspective qui est émotionnellement neutre sur ce type de dossier, qui va nous dire non, mais là, tu es en train vraiment de te mettre dans la merde, fais très attention, tu devrais peut-être considérer d'en partir. Alors, j'espère que j'ai pas fini, mais j'espère que voilà, cet épisode vous plaît jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à nous mettre 5 étoiles. Ça nous aidera à être référencés comme médium de référence, en tout cas médium de qualité sur cette plateforme. Et n'hésitez pas aussi à nous mettre en commentaire les sujets, enfin ce que vous avez pensé de cet épisode déjà, et les sujets dont vous aimeriez que je parle. Et je vais vous faire une confession, comme je vous le disais en début d'épisode, c'est une piqûre de rappel à moi-même, ce que je vous raconte, cette histoire, parce que malheureusement, en 2023, j'ai reproduit, 2022-2023, j'ai reproduit une partie des erreurs que j'ai faites sur cette opération. Je ne me suis pas écouté et je me suis engagé dans un dossier que je suis en train de clôturer, mais qui est encore ouvert en ce qui me concerne, et dans lequel j'ai reproduit certaines des erreurs, et ça m'a mis dans une panade émotionnelle et financière très désagréable. Je vous en parlerai dans un autre épisode si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, il est important de se rappeler les conseils fondamentaux que je vous ai donnés là. En fait, nous, quand on s'est lancé, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas de contenu, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas de chaîne YouTube. Tout ça n'existait pas en fait. Et donc, c'était vraiment, on s'est formé sur le terrain et on s'est formé en faisant des erreurs en fait, en allant se frotter en fait aux problématiques et en commettant les erreurs. Et les programmes de formation que j'ai lancés en 2018 étaient issus justement de toutes ces erreurs que j'ai faites. Je me suis dit, c'est sûr qu'il y a d'autres gens qui se sont lancés, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui se sont lancées ou qui ont envie de se lancer. Et en fait, toutes ces erreurs qu'on a faites qui nous ont coûté tellement d'argent, tellement d'énergie, tellement de temps, du sang et des larmes, c'est sûr que
d'autres personnes peuvent bénéficier de cette expérience et c'est la raison pour laquelle à l'époque j'avais choisi de lancer une offre de formation en me disant mais comme ça les personnes qui se lanceront pourront éviter ces erreurs. Et en fait, tous les programmes de formation à la base étaient vraiment issus de ces expériences-là, étaient basés sur toutes les expériences un peu négatives que j'avais connues dans l'immobilier. Les amis, j'ai parlé beaucoup plus longtemps que prévu. J'espère que tout de même cet épisode vous a plu, qui vous a apporté de la valeur, qui vous a par moments un peu amusé aussi, qui vous avez appris en tout cas des choses et des conseils concrets. Je vous le dis, les conseils que je vous ai donnés là, ils valent de l'or. Donc n'hésitez pas à les appliquer, ça vous aidera à pratiquer votre activité de marchand de biens de manière beaucoup plus sereine, de manière beaucoup plus rentable. Et je vous dis à la prochaine.